Bien, je crois que c'est bouclé, King est le pire. On verra après, hein, c'est que le début, entre guillemets, de la série, mais là, c'est un peu carré, quoi, il n'y a pas pire que ce personnage. Et avant de commencer, je vais avoir quelques parenthèses à faire où je vais un peu gueuler, je m'excuse d'avance, mais ouais, j'ai conscience que King est censé avoir la mentalité d'un gamin de 6 ans, et donc on essaye un petit peu d'être logique à ce niveau-là, et je le vois. Ça change rien au fait que c'est lourd et chiant, et que je m'en bats les couilles de ce genre de mentalité. C'est comme les gens qui essayent à fond de me défendre la mentalité des héroïnes dans Alerte Rouge. J'en ai rien à battre de votre mentalité d'ado de 13 ans chiante. Parce que votre mentalité est chiante et sans intérêt. Et qu'on fasse un film à la gloire de ce genre de merde, je ne trouve pas ça une seule seconde pertinent. Tout comme je ne trouve pas une seule seconde pertinent de passer autant de plombe sur un gamin de 6 ans qui se comporte en gamin de 6 ans, alors que il y a largement plus intéressant en termes de mentalité que ça. Et une fois de plus, il y a toute une question de contexte. Évidemment, n'importe quelle mentalité peut être rendue intéressant si on sait la faire évoluer dans un bon contexte. Et peut-être que ça ira mieux par la suite avec King, et c'est tout ce que j'espère. Mais pour le moment, j'en ai rien à prendre du gars, quoi. Il est lourd. Totalement lourd. Et ouais, j'en espère qu'on n'aura pas trop d'épisodes centrés sur ce King-là. Un King qui évolue de ça peut-être, mais ce King-là, j'avoue, il me saoule. Hein. Il me saoule pas mal. Donc, ouais, ça commence cet épisode alors que Eda et King sont, une fois de plus, pas très à la page, si j'ose dire. Ils font pas gaffe à ce qui se passe autour d'eux. Ah, il n'y a pas grand monde qui vient tout de suite, parce qu'il y a un salon du livre tout autour d'eux, avec des tonnes de stands partout, ils ont pas fait gaffe, ils sont un peu miros sur les bords, mais heureusement que Luz leur fait voir, hein, il y a une sorte de stand de salon du livre, elle est toute contente, et elle se dit merde, pas trop envie, alors que King, elle va un peu suivre Luz sans trop le vouloir au début, mais lorsqu'il verra que les nerds de livres qui sont très caricaturaux sont totalement obèses que des grands auteurs à succès, notamment un qui s'appelle De Plume. Voilà, vous l'avez bien cherché votre nom, putain. Et il se dira, ah, ce serait cool en fait d'avoir ce genre de notoriété et d'avoir mes sbires à moi, comme ça. Et il va profiter du fait qu'il y a une compétition d'écriture qu'on va pas super bien montré pour se dire tiens je veux participer et lui aussi veut participer et se dit ah ça serait cool qu'on bosse ensemble et ça va être un petit peu le début du conflit de cette histoire tandis que Eda de son côté parce qu'il va y avoir un petit peu une sous-intrigue autour d'Eda et c'est ça qui sauve pas mal l'épisode je vous cache pas hein, parce que l'intrigue centrale sur Luz et King elle est vraiment pas fameuse hein. Vraiment, c'est un peu naze, je trouve. L'intrigue autour d'Eda, c'est qu'elle tombe comme par hasard sur sa sœur. Punaise, hein, c'est ce genre de truc qui arrive un petit peu souvent quand même. Et ouais, sa sœur ne la voit pas. Elle achète une carte qui mène au bouton de la jeunesse éternelle, une sorte de fleur qui éclot tous les ans, un truc comme ça, et qui peut vraiment rajeunir à fond. Elle se dit, ah super, ce serait cool pour notre confrérie des empereurs et Eda se dit ce serait cool que j'ai ça à sa place surtout qu'il y a ce côté malédiction qui me touche peut-être que ça ferait quelque chose parce que sa transformation en monstre chouette c'est la même chose que le vieillissement ça c'est pas super clair mais bon elle achète une carte elle aussi, qui ne coûte pas trop cher, mais il y aura une logique à ça, et elle partira à la recherche de cette fontaine de jouvence, entre guillemets, et elle dit donc à Luz et King, surtout à Luz, hein, King elle dit rien, qu'elle va partir quelques jours. Et c'est le truc un peu bizarre que j'ai avec ça, c'est que quelques jours il se passe beaucoup trop de trucs. C'est un peu ridicule. Et c'est censé, j'imagine, être une sorte de commentaire sur le fait que les choses vont tellement vite dans le milieu de l'édition, tout ça. Et ouais, c'est du foutage de gueule. Je reviendrai un tout petit peu là-dessus. Dans pas longtemps, ça c'est cet élément-là. Mais j'aimerais parler donc de ce qui sauve cet épisode. Je leur dis la sous-intrigue sur Eda, qui est vraiment pas mal. Voilà, elle suit les traces de Lilith, elle prend de l'avance sur elle, mais au bout d'un moment, elles finissent par se croiser. Elle s'enguirlande un petit peu entre sœurs, parce que voilà, c'est moi qui l'aurai en premier, jusqu'à ce que Lilith finisse par être attrapée par un monstre crabe araignée.
dont Eda la sauve. On voit quand même malgré tout qu'elle est attachée à elle, elle va pas la laisser mourir, quoi que ce soit, et jusqu'à ce qu'elle trouve juste après, ça tombe bien, ça s'enchaîne assez vite, ce fameux bouton de jeunesse éternelle, qui est en fait un piège du vendeur, qui attirait des gens ici pour leur aspirer leur force vitale. Avec une magie qu'on voit pas, parce que le gag, c'est que Eda et Lilith se disent ouais, tu me fais trop peur, on est des super sorcières avec des pouvoirs, il n'y a pas de problème. Le gars, il montre à aucun moment qu'il a le moindre pouvoir magique, donc c'est quoi son truc? Je me pointe devant vous, vous avez peur de moi et c'est tout. Là, la mise en scène aurait pu être un tout petit peu mieux faite à ce niveau-là, montrer quand même que le gars se débrouille un tout petit peu, même si Eda et Lilith sont largement au-dessus de lui, mais bon. Et ouais, ça se terminera sur Lilith qui dit ok, je dois toujours te capturer, te forcer à revenir à notre confrérie, mais j'aimerais faire en sorte que ce soit pas par la force, quoi. S'il te plaît, viens avec moi, on fera en sorte de guérir, je suis sûr qu'on pourra te guérir là-bas. Et Eda dit non, je ne peux pas accepter, je trouverai moi-même quelque chose, je ne veux pas leur devoir quelque chose à cela. Voilà, c'est un moment assez touchant entre elles et qui appuie le suivi de leur relation de façon beaucoup plus satisfaisante que l'introduction du personnage de Lilith. Autant l'introduction du personnage de Lilith c'était super joli pour la partie Amity, là ça va, entre Lilith et Eda c'était cool, c'était bien fichu. Là, cette partie-là était bien. J'ai pas grand chose de mal à dire là-dessus, à part quelques trucs qui vont un peu vite. Le truc principal va être beaucoup plus discutable en ce qui me concerne, puisque donc, va y avoir Luz et King qui essaieront d'écrire ensemble leur truc. Luz qui est du genre très roman de fantasy, avec des histoires d'amour, tandis que King c'est plutôt il fait de la violence et du sang, je suis con moi. Ouais, ça se clash un petit peu, le shipping c'est un peu naze, la violence c'est un petit peu naze. Au bout d'un moment ils finissent par s'engueuler un peu trop. King se dit non, je vais tout refaire à ma sauce, même si elle a écrit une bonne partie des trucs, et elle le vivra assez mal, Luce, en disant ok, laisse tomber, fais ton truc toi-même, je ferai ça sans toi. Et ce qui est un petit peu logique, si vraiment vous savez pas vous accorder à ce point, c'est pas la peine. Et c'est ça qui est bizarre, quoi. La façon dont vous le montrez, votre truc, c'est clairement deux approches qui sont pas faites pour s'entendre, mais bizarrement elles se mélangent bien, sans trop le vouloir. Et ça se fait en quoi? Une demi-journée? Genre notre brainstorming, notre écriture se fait en une demi-journée, vu le temps que vous allouez à ça, quoi. Il se passe quelques jours durant le moment où Emma est partie, et il se passe 50 000 trucs. Donc voilà, King finit par faire sa version finale où il bastardise beaucoup de trucs de Luz, mais il garde pas mal de ces trucs-là. Ce qui fait que il se dit, tiens, je vais aller à un bar pour montrer ça à des gens. Pourquoi un bar? Parce qu'il est con. Je sais pas. Tu veux pas juste montrer directement ça au concours qui était mis en place? Non, tiens, un bar. Complètement con. J'ai pas compris ça, quoi. Mais bon, ouais. Bref, il finit par tomber de façon très fortuite, si j'ose dire, sur un éditeur qui est le mal incarné, parce qu'on veut faire du gros commentaire sur l'industrie qui est tellement en pleine gueule. Et ouais, je vais en parler tout de suite, ça. Votre histoire, c'est pas une histoire réfléchie, pensée avec des éléments qui s'enchaînent bien, c'est juste une excuse pour faire des tonnes de commentaires sur le milieu de l'édition et comment le public vous perçoit, etc. Ce genre de truc est tellement évident et flagrant que ça mérite, je vous cache pas. Parce qu'il y a beaucoup de cas, et je commence à faire un petit peu une saturation de ça, d'histoires où on sent qu'ils veulent avant tout faire passer ce genre de commentaire social, de petite satire à la con, qui est ultra évidente, tellement grossière, qu'ils en oublient d'écrire une histoire en fait. Parce qu'ils s'en foutent d'écrire une histoire, ils veulent faire leurs commentaires. Et plus ça va, plus je supporte pas ça. Lorsque quelqu'un vient me dire en commentaire « Ah mais t'as pas vu, c'est un commentaire sur si ça, tu vois pas le principe du message ?» Oui, j'en ai rien à battre de ton putain de message, au bout d'un moment, je veux que tu me racontes une bonne histoire. S'il y a un bon message en plus de ça, ce sera un gros plus. Mais raconte-moi une bonne histoire, c'est la première chose à faire dans une œuvre narrative, connard. C'est pas un argument, ta merde.
C'est le truc un petit peu irritant. Et c'est clairement ce que je ressens avec ça, quoi. Ça veut clairement faire du gros commentaire bien gras sur l'industrie du livre. Tellement bien gras que ça en oublie de faire une histoire, en fait. Et donc, ouais, c'est ultra irritant. Parce que le commentaire, je l'entends, il est pas mauvais, mais j'en ai rien à foutre si vous n'êtes pas foutu de raconter un tant soit peu quelque chose de bien pensé à côté, quoi. Autour de ça, vous n'êtes plus une œuvre narrative, vous êtes des donneurs de leçons. Et je vous emmerde. Voilà, que ce soit bien clair, ça. Donc, ouais, il y a cet éditeur qui est une sorte de diable, qui dit, hey, passe un contrat avec moi, je vais te rendre super célèbre, et il le rend super célèbre en une ellipse rapide. Que tout va super vite, ah, super commentaire, ah, et tout le monde devient super fan de King, ah, signe-moi un autographe, tu es mon idole, lis mon truc, et lui, il est un petit peu énervé de ce qui se passe, de cette notoriété fulgurante, alors que tout le monde est super content, et ils attendent déjà le second livre. Genre, ça fait quoi, 2 jours que c'est là, ouais, le second livre, pas des donc. C'est l'histoire, et puis les fans, ils savent pas attendre, ils sont impatients. Putain, bref. Bon, il y a donc tout le monde qui attend ça. Il y a énormément de réactions qui sont grossières à ce niveau-là. Genre, s'il est un tant soit peu pas bien le second livre, je vais m'en plaindre tout le temps, je vais tellement lui chier dessus. Waouh, vous êtes tellement subtil dans votre commentaire, waouh. Et donc King, il est content et il présente donc au gars qui s'appelle Pignette, c'est ça, l'éditeur qui a fait en sorte qu'il soit bien publié et apprécié par tout le monde. Ouais, j'ai fait une nouvelle version, la deuxième partie en 2 jours. Ce genre de truc, bien entendu, ça sent tellement la qualité quand on peut achever un livre en une demi-journée, bien sûr, mon cul, quoi. Et ouais, ça passe pas bien. Pignette dit, ah non, 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 c'est très marrant, tu me mets la bonne version au bout d'un moment. Et c'est là qu'il se rend compte, King, que ben, ça peut pas marcher, en fait. Est-ce que si son œuvre a si bien marché de base, c'est parce que, eh ben, il a eu des idées contradictoires qui n'étaient pas tout à fait dans son sens de la part de Luz. Et donc, lorsque Luz apparaît lors de son petit salon pour bien se mettre en avant, il se comporte en gros connard, hein, mais bien gros connard, en disant « Ok, j'ai besoin de toi, alors vas-y, prends ce stylo, fais ton petit truc, ok, puis ça ira. » Comme un gros connard, quoi. Aucune considération. C'est un gamin de 6 ans. Voilà, c'est ça, c'est drôle, hein. Ça rend le personnage tellement attachant et tellement rattachable. Ouais. Donc, ouais, Luz le prend mal, mais Pignette qui voit ça se dit ouais, il comprend un petit peu qu'il pourra pas avoir de second best-seller de suite à son délire si on part sur seulement King, sachant que c'est un truc très bizarre dans la présentation, mais voilà, c'est une fois de plus un commentaire sur l'industrie, tout ça. On met bien en avant qu'à la fin du bouquin, l'héroïne centrale que Luz a imaginée meurt, dans la version qui finit par donner King, et cette espèce de roi démon qu'il a créé devient grand empereur, etc. Du peu qu'on montre du processus créatif. Donc c'est limite si c'était pas un livre qui se suffisait à lui-même, à un certain degré. Mais on part sur le principe suite, parce que les franchises, vous savez, c'est ça qui marche dans les bouquins. C'est tellement pleine gueule, ça. Enfin bon, il finit par faire kidnapper Luz pour la forcer à écrire avec lui. Via un système totalement con, parce que ça n'a, une fois de plus, aucun sens. C'est juste pour faire votre putain de commentaires à la con, quoi, où il transforme en cube tous ces auteurs qui sont un tant soit peu en retard dans leur publication. Genre le mec qui s'appelait De Plume, bah, c'était également son éditeur, et il l'a transformé en espèce de cube vivant, de façon un peu vaguement horrifique, et tu te dis, ok, c'est un peu horrifique, mais c'est n'importe quoi. Il peut plus rien faire pour toi maintenant. Tu lui mets la vraie pression, c'est pas en le transformant stupidement en l'espace de quelques jours. Et c'est pareil ce qu'il veut faire avec eux, quoi. Ça fait 3 jours 3 jours que le premier bouquin est sorti, et tu te dis, tiens, quoi, soit vous finissez votre second volet en l'espace d'une demi-heure, soit je vous transforme en cube et vous pourrez plus rien faire pour moi. Tu sais pas du tout investir sur le temps, débile. Vraiment complètement con. Vous tenez tellement à forcer votre truc sur 3 jours que ça en devient ridicule. Merde, quoi. Donc,
Ouais, il se voit un peu forcé, piégé dans un cube qui rétrécit petit à petit, et c'est là que Luz et King s'excusent l'un envers l'autre, enfin surtout King parce que c'est lui qui a fait le plus de conneries. Sachant que, dans un sens, moi je peux comprendre l'approche de base de King, même s'il l'a très mal présenté. C'est-à-dire que ouais, si on n'est pas en accord avec l'approche de quelqu'un, il faut pas non plus forcer ce partenariat-là. Mais faut pas le faire comme il l'a fait lui-même, faut pas se comporter en connard. Juste dire, ouais, ça peut pas trop marcher, je vais essayer d'écrire un petit peu à ma sauce, est-ce que ça te dérangerait que je reprenne certaines de tes idées dans mon truc, et toi pareil, quoi, on peut s'inspirer un peu l'un de l'autre, mais faire notre truc dans notre coin, quoi, à notre sauce, quoi. C'est quelque chose qui peut se comprendre, si on n'a pas la même fibre, la même approche d'écriture, c'est totalement compréhensible. Mais ouais, quoi, c'est King qui dit, ouais, il y avait ce truc qui se rapprochait tellement de mon rêve de dominer les gens, parce que ouais, c'est trop mon truc. Au bout d'un moment, je te jure, je vais plus avoir la moindre empathie pour toi, King, sur ton putain de rêve à la con. Si ça passe vraiment pour le petit délire de gamin qui veut son attention, quoi. Et ouais, quoi, ils finissent par trouver un terrain d'entente et par piéger le gars de façon un peu ridicule, mais disons que ça passe vaguement, quoi. Ils lui font croire que le bouquin est bien réussi, est fini en l'espace de 20 minutes, une fois de plus, parce que oui, ça s'écrit en 3 secondes, ça clac, 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 très vite, enfin, c'est magique. Et ouais, à la fin, pas au début, quoi, à la fin, la page de fin, elle a dessiné le symbole pour le sort de lumière, parce qu'elle a toujours aucun autre sort à part celui-là. Ça prend son temps, et donc grâce à ça, elle sort sa main du cul parce qu'il leur a laissé ça, alors qu'il aurait tout à fait pu ne pas leur laisser ça. Laisser le cube fermé en lisant le bouquin. Et à ce moment-là, vous l'aurez eu dans le cul, ça serait allé nulle part. Donc ouais, ton approche, elle était pas si subtilement amenée que ça, mais bon voilà, il a laissé le cube un peu ouvert pour qu'elle lance son sort d'éblouissement, que King se sorte de là et que il rompt le contrat de façon à ce qu'il soit plus piégé. Et donc il s'énerve, il se met à les menacer avec une arme. Donc c'est un gars assez grave, quoi. Mais, alors, résolution merdique, totalement merdique, qui j'imagine est là pour le commentaire, où il y a donc l'espèce de tête sur pattes, cette espèce de fan des conspirations qu'on avait montré dans l'épisode 1, et qui était donc un fan de King et un fan de Deux Plumes, et qui arrive comme pour montrer sa nouvelle œuvre. S'il vous plaît, lisez mon œuvre, c'est trop génial. Et c'est dire, oh, tu fais chier. Bon, ok, si tu te barres juste après, je vais lire ton truc rapidement parce que j'ai un truc à faire. Et il se trouve que son nouveau bouquin est génial. Très vite, il dit, ah ouais, c'est toi, la nouvelle tendance, vous pouvez vous barrer, j'en ai plus rien à foutre de vous. Et voilà, il se barre. Le gars continue son entreprise louche et nos héros n'en ont plus rien à foutre. Les pauvres auteurs qui ont été transformés en cubes, ils sont libres, mais c'est toujours des cubes. Il n'y a rien qui est arrangé, quoi. Et quand on se penche sur le sort donc, de la tête sur patte, la fan de conspiration, techniquement, elle est vouée à vivre la même chose. Au bout d'un moment, elle ne pourra plus produire et elle sera transformée. Et on s'en branle. C'est la conclusion, ça. Allez vous faire enculer. Quoi, c'est pour faire votre commentaire de merde, là aussi. Oh, c'est comme ça, le milieu du livre. On peut s'en sortir, mais il y aura toujours quelqu'un qui sera victime, ce genre de conneries. Ah, c'est tellement incroyable, c'est tellement fin et subtil. Ah, vous êtes si doué pour l'écriture. C'est dingue. Je vous emmerde. Sérieusement. Donc ouais, cette partie-là, plus j'y pense, plus elle m'énerve, en fait. Et heureusement qu'il y a toute la sous-intrigue sur Eda, qui est largement mieux, qui valait le détour et qui fait que cet épisode vaut un petit peu le coup, mais toute la partie commentaire de merde sur l'édition, vous pouvez vous la foutre dans le cul, c'était nul à chier. Hein. Donc, je vais être généreux de dire que la partie sur Eda compense tout juste suffisamment pour que ce soit un épisode moyen, mais punaise, j'ose espérer que j'aurai pas trop de merde comme ça à l'avenir, quoi. Ce genre de récit commentaire avant d'être une quelconque histoire, ça me saoule de plus en plus. Vraiment. Et c'est pas le pire que j'ai vu à ce niveau-là, mais il est quand même assez gratiné celui-là.
Donc, ouais, comme je l'ai dit, King, maintenant c'est le pire personnage sans souci. Et c'est bien parti pour durer un petit moment. Mais nous verrons par la suite. J'ose espérer qu'on aura mieux. Hein, à bientôt pour l'épisode 12. Bye!